Merci Hervé, vous m'entendez bien? Ouais, Pas de problème. Est-ce que vous avez bien mon écran? oui, oui, c'est bon. Oui, pas de souci? Très bien, parce que je ne vois pas vraiment ce que vous voyez une belle image de Dunkerque, c'est bien ça? Parfait. Bon, ben merci, merci à vous. Patrick, tu es là? Oui, oui, je suis là. Vas-y, Ben, Jean-François. super. Super. Bon, ben, c'est un plaisir d'intervenir avec toi. Merci, merci pour votre invitation. Plaisir partagé également de voir Hervé, hein, Hervé Allègre. Hein, donc, alors, on va essayer de vous faire une présentation assez rapide pour laisser la place aux questions. Euh, Petit retour sur l'étoile industrielle. Alors, il y a une petite correction peut-être par rapport au programme. C'est bien l'étoile industrielle qui a été conçue par la GU. Hein, donc, bon, Patrick, tu sais bien que sans la CUD, nous ne serions rien, mais c'est bien la toile industrielle de la GUR et donc une approche systémique que nous appliquons à différents domaines et notamment la résilience. Hein, c'est un peu la clé d'entrée qu'on a privilégiée aujourd'hui. Cette approche repose en partie sur les idées développées notamment par Joël de René à travers le macroscope. Hein, c'est-à-dire que bon, dans son ouvrage, on retrouve différentes approches. Le télescope qui permet de comprendre l'infiniment petit, le microscope, non, pardon, le télescope l'infiniment grand, le microscope l'infiniment petit et le macroscope l'infiniment complexe. Alors, avec les toiles, on a une sorte d'application du macroscope. Alors, ces toiles ont une petite ancienneté. Hein. La première toile est sortie en 2009. C'était la toile industrielle. Elle est sortie à l'époque de la crise des subprimes pour aider le territoire à faire face à cette crise majeure. Elle a été mise à jour en 2016. On a déposé le concept, la marque, etc. Et on a lancé un premier schéma directeur qui visait sa numérisation. Donc, on a sorti la toile énergétique en 2018 et le prototype de Toile Maker qui est la version numérique de ces toiles et interactive. En 2019, on a lancé donc la toile agricole. Le Toile Maker était opérationnel. On a lancé la toile de l'eau, une étude de faisabilité sur la toile des savoir-faire et d'innovation. On a candidaté pour territoire d'innovation et le territoire a été retenu. Et les possibiliseurs ont lancé un partenariat avec d'autres sociétés comme Studia et le Sofies, qui est présidé par Søren Erkman, le pape de l'économie circulaire. Bon, il y a plusieurs thèses qui ont été déposées et on arrive donc en 2020 aujourd'hui avec une rencontre avec Joël de René qui nous a exprimé tout l'intérêt qu'il portait pour cette démarche. On a créé une salle dédiée, lancé des toiles sur l'eau. On a constitué Eura Énergie avec différents partenaires. La création de la joint venture Toile Maker qui est en cours. Et puis, bon, on multiplie en fait les expériences autour de ces approches systémiques. Alors, on va essayer de voir un peu concrètement ce que sont ces toiles. Donc, je vous ai pris comme exemple la toile industrielle de 2020 qui n'est pas encore sortie. Donc là, ce que je vous présente, c'est un projet qui est en cours et on attend de nouveaux financements pour le finaliser, mais vous l'avez vraiment en avant-première. Donc, la toile industrielle 2020, elle se présente comme ça, on peut la présenter comme un schéma. Ça pourrait être un poster, par exemple. Hein. Et ici, donc en rouge, entouré en rouge, là, vous avez le bassin d'emploi de Dunkerque. C'est notre échelle de travail. Dans cet espace ici, vous avez des établissements qui sont représentés par des rectangles. Pour chaque établissement, donc vous avez des données hein, qui sont affichées et d'autres qui sont présentes dans des bases de données. Par exemple, ici, Versalis, donc vous avez le nom de l'entreprise, le nombre de salariés, son type de production, sa consommation d'eau industrielle, la nationalité du groupe et puis sa desserte en gaz. Et entre les établissements, vous avez les principales relations clients-fournisseurs avec des entités logistiques comme par exemple ici un appontement pétrolier. Voilà, donc en haut de la toile industrielle, vous avez le grand port maritime de Dunkerque avec ces différents résultats pour
pour chaque terminal, hein, les terminaux par liquide, marchandises diverses, etc. Et puis les résultats globaux du port. C'est-à-dire que ça agrège en fait tout ce qu'on retrouve dans ces petits ronds qu'on vient de voir, là, ces petites entités logistiques. Sur la gauche du schéma, vous avez la provenance de tous ces éléments, de tous ces matériaux, organisés par grand marché. Hein, donc, vous avez les provenances par pays, hein, Gabon, Colombie, etc. Vous avez par exemple ici le charbon qui vient du Canada, du USA, de Russie, qui passe par le terminal ArcelorMittal pour aller vers l'entreprise ArcelorMittal. Vous avez l'ensemble de ces flux qui sont suivis en provenance du monde entier. Ils passent soit par le port de Dunkerque, mais aussi par d'autres ports de la rangée Manche-Mer du Nord, Rotterdam, Gand, etc. Et donc, de l'autre côté, sur la partie droite, vous avez les marchés à l'export. En bas, des flux intermédiaires. Alors, ce qu'on appelle les flux intermédiaires, c'est par exemple les flux qu'on peut avoir entre les différents sites d'ArcelorMittal. Vous avez ArcelorMittal Dunkerque, et puis vous avez des bobines qui vont vers ArcelorMittal d'Èvres, d'autres vers Montataire. Vous avez des échanges avec Dillinger, etc., etc. Donc ça, ce sont un peu des relations aller-retour avec le territoire. Et sur les côtés, vous avez des informations clés pour la mise en relation des acteurs économiques. On va y revenir à partir d'exemples concrets. Alors, à quoi ça sert? Bon, il y a énormément d'utilisations. J'ai privilégié quelques exemples plutôt orientés vers la résilience et des exemples plutôt d'actualité. Un premier exemple, on a une crise automobile. Quel impact pour notre territoire? Bon, aujourd'hui, on sait que pour l'automobile, on a des probabilités de défaut et de faillite chez les fournisseurs. On a une crise de la demande, des stocks qui sont extrêmement importants. Et tout ça est couplé à une difficile transition du secteur, puisque en réalité, la crise automobile avait lieu avant le Covid. Si on reprend le suivi économique du secteur, on voit que dès le début de l'année, on était en situation quand même assez difficile. Donc, on a ici, dans ce tableau que je ne vais pas reprendre, on a des chiffres clés d'évolution des ventes d'automobiles société par société. Alors, on peut les reporter sur la toile. Ici, on est sur la toile, on est sur le côté de la toile. Si je prends un petit peu de recul, je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Hein, on est sur le côté droit de la toile. Alors, on peut repérer que, par exemple, pour l'Allemagne, en un mois, on a eu une baisse de 74,6% de toute la production automobile de l'Allemagne. Si on prend entreprise par entreprise, Toyota, par rapport à l'année précédente, c'est moins 41% en mai. Honda, c'est moins 67%. Ford, moins 65%, etc., etc. Est-ce que ces baisses de production sur le marché automobile ont des répercussions sur le territoire dunkerquois? Aujourd'hui, ces entreprises ne sont pas présentes sur le territoire, mais elles viennent s'approvisionner pour des biens particuliers. Un exemple, on va suivre un petit peu les flèches. On suit une première flèche qui nous emmène vers DS Smith du Cap-Last. C'est une petite entreprise de 50 salariés. 65% de sa production est orientée vers le marché automobile. Ils produisent des emballages en matière plastique et on sait qu'il y aura une réduction forte de leur production pour cette année. Autre flèche qu'on va suivre, une autre entreprise qui produit entre 70 et 80% de sa filière de sa production pour les carrosseries automobiles. C'est ArcelorMittal Mardyck qui produit des bobines d'acier en grande partie pour le marché automobile, environ 80% pour le marché automobile. Sa production est extrêmement ralentie. L'impact est très très fort sur sa production. Par conséquent, elle va baisser sa consommation d'eau industrielle et son approvisionnement auprès d'Air Liquide. Mais également, pour produire ces bobines d'acier, on a besoin de coils, des bobines de plus grosse épaisseur. Et ces coils,
viennent d'ArcelorMittal Dunkerque. Alors là, on est dans le cœur du réacteur dunkerquois. Donc, on est au niveau des hauts fourneaux. On diminue de 50% la production des hauts fourneaux actuellement, avec un arrêt de 2 hauts fourneaux sur les 3. Un impact sur forcément la consommation d'eau industrielle, la consommation de gaz, oxygène, azote, argon, etc. Donc des impacts sur l'air liquide, mais également des impacts sur tous les fournisseurs. Donc vous avez les sous-traitants, mais vous avez aussi la fourniture de ferromanganèse, la fourniture de charbon, de minerais, de castine, de fils fourrés, etc., etc. Et donc on peut remonter vers toutes les entreprises qui vont être concernées. Donc Bosel, Ferroglobe, etc. Et remonter également jusqu'à l'activité du port, avec le terminal ArcelorMittal qui va avoir beaucoup moins de charbon et de minerais passés sur son terminal, également pour le terminal à Pont-d'Ereux. Mine de rien, ces deux terminaux, leur activité sur le minerai et le charbon représente environ 40% de l'activité du port, entre 35 et 40% de l'activité du grand port maritime de Dunkerque. Donc l'impact sur l'activité du port est extrêmement important. Alors vous avez également énormément d'impact sur l'énergie qui va être consommée notamment par ArcelorMittal, mais également, si on regarde d'un peu plus près les décisions du gouvernement sur un plan de relance et de soutien du secteur automobile, on note le déploiement de bornes de recharge, le développement de l'hydrogène, peut-être que les investissements prévus en Allemagne vont servir d'exemple aussi pour la France, donc on va suivre ça de près, consolidation des solutions propres de production d'électricité, etc., etc. Et tout ça, ça a des impacts sur notre territoire. On va pouvoir les suivre en passant de la toile industrielle à la toile énergétique. Je vous épargne ce parcours, on n'aura pas le temps, mais globalement, voilà le petit parcours qu'on vient de faire assez rapidement, à partir d'une information ici sur le marché automobile, les différents impacts sur l'écosystème industriel dunkerquois. À partir d'une lecture de ces impacts et de tous ces points d'attention, les élus locaux ou les institutions locales peuvent réunir l'ensemble de la filière pour identifier les besoins et les réponses politiques qui peuvent être imaginées. Autre exemple, on peut être interpellé, par exemple ici, c'était l'intersyndicale de Total qui nous avait interpellé à l'époque sur un risque de fermeture de son entreprise. Donc c'est la raffinerie des Flandres de Dunkerque. Est-ce que vous pouvez nous aider? Effectivement, oui. Quand on reprend la toile industrielle, on peut simuler un arrêt d'activité, observer les ruptures de liens, les impacts en amont et en aval, examiner les conséquences systémiques territoriales. Ça va servir aux négociations ensuite et aux politiques de revitalisation du territoire. Jean-François, est-ce qu'à ce stade, on a beaucoup de questions? On va passer la parole, je te propose de t'interrompre 2 secondes parce qu'il y a beaucoup de questions importantes sur la toile, notamment sur la mise en œuvre et la connaissance des écosystèmes. Erwan, tu peux peut-être poser les questions à Jean-François parce que je pense qu'à ce stade, ça mérite une petite parenthèse, Jean-François, pour que tu répondes à des questions. Merci. On peut le faire. Je crois que en fait, un certain nombre d'intercos apprécient le travail qui a été réalisé et elles se demandent quelle est la surface financière, enfin quels sont les moyens humains pour constituer la première base, ensuite pour l'actualiser. Deuxième type de question qui recroise un peu la première, c'est-à-dire on a le sentiment, parce que là ce sont des informations, j'irais dire, presque intimes de l'entreprise. C'est sur son mode de fonctionnement, ses consommations, etc. Donc c'est pas forcément des choses qui sont grand public. Il faut aller chercher. Est-ce que vous allez chercher l'info? Par quel biais? Combien de temps ça prend? Quels sont les moyens du coup humains et financiers à mettre en œuvre pour réussir à avoir cette qualité d'information qui effectivement est assez passionnante et donnera à beaucoup d'écosystèmes une densité qui est très intéressante et pertinente pour l'intercommunalité. Alors, ce sont des questions qu'on nous formule très très régulièrement. Alors aujourd'hui, on est en train justement de rédiger un livre blanc
pour répondre à l'ensemble de ces questions. Pour une toile, il faut compter environ deux équivalents temps plein. Donc, il vous faut quelqu'un qui maîtrise complètement la systémique, etc., et qui va donner un petit peu toutes les directives pour constituer l'écosystème. Et vous allez avoir une autre personne qui va aller chercher l'information, qui va fouiller, etc. Alors, effectivement, si vous allez voir les entreprises avec un questionnaire en leur disant écoutez, on aimerait savoir quels sont vos clients, quels sont vos fournisseurs, quelles sont les matières que vous utilisez, etc. Ils vont vous dire écoutez, cherchez par vous-même parce qu'on ne va rien vous donner. On ne fonctionne absolument pas comme ça. En réalité, quand on construit une toile, on arrive à avoir près des 3/4 de l'information par nous-mêmes à travers les articles de presse, à travers les bilans d'activité des entreprises, à travers des grandes bases de données assez globalisantes, hein, comme les fichiers SIRET, les fichiers de chambre de commerce. On travaille avec le port et on a aussi tout un réseau d'acteurs qui s'est constitué et qui s'auto-alimente avec la toile. Et donc, on a des experts présents sur le territoire qui sont capables de nous dire comment on fait de l'acier. Et a priori, à partir pour produire des bobines d'acier, il faut telle quantité de ferromanganèse, silicomanganèse, etc., etc. Alors, vous avez aussi des organismes comme Engie, EDF, ArcelorMittal, etc., qui ont leur propre modèle. Donc ça peut être aussi développé sur un territoire. Des modèles de simulation à partir d'une entreprise qui a une production donnée, ils peuvent vous dire à peu près les tonnages d'input et d'output. Alors nous, ça, on essaie de l'approcher plutôt par nous-mêmes grâce à l'expertise locale. Et donc, c'est vraiment c'est une investigation à la Colombo. On y va, sauf que Colombo, on connaît le résultat final au début du film. Là, on ne connaît pas forcément le résultat final. Mais c'est une enquête très, très progressive. Et quand on a une toile à peu près consolidée, là, on va voir les entreprises. Et là, le jeu n'est plus du tout le même. Puisque après, quand vous allez voir un industriel et que vous lui dites, voilà la lecture que nous avons de votre production, ils ne peuvent pas dire, oui, allez-y, je vais vous laisser dire des choses fausses. Ils ne peuvent pas non plus nous dire, non, effacez-nous de cette toile, parce que si on les retire de la toile, ils se retirent d'eux-mêmes de l'écosystème d'un carcan. En gros, tout le monde a avantage à travailler ensemble. Je ne sais pas si Patrick, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça. Oui, je pensais compléter, mais peut-être tu devrais peut-être d'abord finir ta présentation. Oui, j'ai plus grand-chose. J'ai encore quelques petites diapos. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions en attendant. Non, je continue. Il faut que vous continuiez là. Allez-y, Patrick ou Jean-François. Okay, très bien. Donc, autre scénario, j'ai un projet de création d'entreprise et je cherche le bon endroit pour investir. Là, l'entreprise, l'investisseur va nous rencontrer et voilà. Et on va lui indiquer quels sont les fournisseurs potentiels pour rebondir sur cet investissement, les partenaires industriels potentiels, les solutions énergétiques qui vont pouvoir être déployées, les partenaires associatifs qu'on va pouvoir mobiliser, les savoir-faire locaux et les contacts clés à opérer. Donc, ça va être plutôt facilitateur d'investissement et souvent, ça a tendance à plutôt permettre de privilégier le territoire plutôt qu'aller rechercher dans d'autres territoires pour lesquels on n'a pas forcément ce type d'information. Donc, on l'a beaucoup utilisé pour la résilience énergétique. Là, on a un exemple de groupe de travail qui a été mis en place dans lequel on retrouve à la fois des syndicats. On a le syndicat des dockers, on a le port, on a Greenpeace, la centrale de Gravelines, etc. Tous ces gens sont dans la même salle et ils travaillent collectivement. C'est assez miraculeux. Autre exemple de groupe de travail qui ont été lancés, les solutions bas carbone. Ici, des simulations de rupture avec le toilemaker, où là, on a des personnes qui se réunissent dans une salle
et on va faire des crash tests. On va tester les conséquences d'une fermeture d'activité, d'un arrêt de production, le blocage d'une frontière ou un virus qui pourrait éventuellement être résistant à l'eau. Hein, donc ça, on a fait ce type de simulation grâce au toile mécanique. Voilà, des systèmes de résilience pour l'eau industrielle. Là aussi, c'est une autre simulation. Et puis ici, des travaux post-Covid qu'on a lancés avec le Grand Port Maritime de Dunkerque, où là, on estime les conséquences aujourd'hui de la Covid sur l'activité du port et sur l'ensemble de l'écosystème. On essaie de tout expliquer, de tout comprendre, pour voir comment on peut rebondir par la suite. Voilà. Et puis, autre exemple, dernier exemple de séance de travail qu'on a pu mettre en place, c'est pour territoire d'innovation, où là, vous avez, dans cette salle, vous aviez tous les grands acteurs économiques du territoire qui ont co-conçu, on va dire, la toile industrielle et énergétique de demain. Et grâce à ça, on a pu rédiger, en fait, le récit de notre dossier qui a été déposé. Et là, Patrick pourra vous préciser un petit peu les choses. Ok, donc merci Jean-François. Donc à moi. Écoutez, d'abord, merci pour cette présentation. Merci bien sûr à France Ville Durable et à la DCF pour l'organisation de cette journée et l'occasion de Jean-François de déplier sa toile, lui qu'on appelle l'homme araignée à Dunkerque. Bon, je confirme, hein, c'est bien un outil de Lagure, soutenu depuis l'origine par la communauté urbaine. Et donc, vous avez compris tout l'intérêt d'abord pédagogique, hein, dès l'origine. Hein, c'était un outil descriptif, très pédagogique. C'était pas du tout évident pour tout le monde. Il fallait rentrer un petit peu, il fallait connaître un peu l'économie portuaire, de savoir, par exemple, ce qui vient d'être dit, hein, c'est l'extrême dépendance du système industriel dunkerquois à l'état du marché automobile, alors qu'il n'y a pas une automobile construite ici et que le port n'a jamais fait d'import-export d'automobile. Donc, rien que ça, dès le départ, ça a été un atout et un atout fort de cette toile. Cette toile a prospéré, est devenue un outil de soutien politique et commercial, et c'est un outil de dialogue finalement entre ces milieux, entre les milieux industriels, le milieu administratif et politique. On a vu également comment ça peut être utilisé, y compris comme un outil pratiquement de simulation. Hein, Jean-François l'a dit. Moi, il y a un mot, je ne crois pas que tu l'aies pris, Jean-François, c'est on est complètement, il y a l'approche systémique, hein, on est donc complètement aussi dans l'économie circulaire, l'écologie industrielle. Hein, Jean-François a cité la collaboration avec Søren Erkman, puisque finalement, on comprend bien, hein, si une industrie, on a bien parlé de ses inputs, mais il y a également ses outputs, et donc tout ce qui est des produits de sortie d'une industrie qui ne seraient pas utilisés, qui pourraient devenir une ressource disponible pour une autre industrie sur le territoire, on s'en rend compte de façon visuelle et on peut orienter, même le Grand Port Maritime de Dunkerque oriente ses approches de marketing à partir de la toile pour s'aider à prospecter de nouvelles activités qui seraient complémentaires. Donc on voit, c'est quand même, c'est effectivement quelque chose qui maintenant fait partie du paysage. Alors, Jean-François a fait le lien, donc bien sûr, merci, avec Territoire d'innovation. Mais je vais juste élargir par rapport à la question qui a été posée. C'est finalement, et comment on arrive à avoir toutes ces informations, est-ce qu'elles sont fiables? Jean-François a expliqué sa démarche d'inspecteur Colombo. Mais je dirais, il y a un vrai, alors, est-ce que c'est grâce à cette toile ou est-ce que ça a permis de la faire? Enfin, je ne sais pas où est la poule et l'œuf, mais on ne me voit pas. Alors, est-ce que moi, je n'ai pas le retour image? Vas-y, Patrick, continue si tu permets, parce que malheureusement, le temps passe. Et on vous entend. On vous entend. Bon, ok, écoutez, désolé pour l'image alors. Oui, donc j'entendais tout à l'heure Bruno Hervé faire sa présentation et je me rappelle qu'avec lui, on a parlé de DIVD tout à l'heure. On avait essayé de monter un projet DIVD à Dunkerque il y a quelques années, ça n'avait pas marché, mais on avait suivi la démarche par la suite et pour monter ce projet de territoire d'innovation. Avec l'aide de l'agence d'urbanisme, le développement de la toile est un des objets de territoire d'innovation, mais c'est également un des objets qui a permis de constituer ce tour de table
l'objet de territoire d'innovation à Dunkerque, c'est la transformation d'un système industriel et portuaire vers un nouveau système du XXIe siècle qui soit plus économe en ressources, moins émetteur de CO2. On ne va pas chercher la neutralité carbone comme ça a été évoqué tout à l'heure parce que ce serait bien difficile chez nous vu la nature industrielle, mais on va chercher des réductions très fortes dans l'empreinte carbone. Et il y a un vrai collectif qui s'est créé, et je pense autour de la toile, pour essayer d'alimenter ce projet. Donc aujourd'hui, les industriels font tous partie de l'aventure, parlent avec la collectivité. Sans la collectivité, ils ne seraient pas mis autour de la table non plus. Et on a réussi à produire ce projet qui nous a amené à être un des 24 territoires lauréats. Alors, Jean-François n'a pas développé beaucoup. Un des aspects de territoire d'innovation pour la toile, c'est vraiment un passage à l'échelle suivante, avec des outils, y compris d'intelligence artificielle, qui permettront d'aller encore plus loin dans le développement et la simulation. Mais là, je laisserai éventuellement Jean-François redévelopper ça. En tout cas, je peux vous dire que ces toiles, maintenant, dès qu'on a un sujet un petit peu complexe, et la complexité, ça ne tient pas à la taille de l'agglo. Je voyais les questions tout à l'heure. Je pense qu'il y a des métropoles complexes et puis il y a aussi des petites agglos complexes. Dès qu'il y a un sujet complexe, la toile est un excellent outil descriptif avec, bien sûr, il faut un petit peu d'investissement à l'origine pour le faire fonctionner, mais surtout, il faut une communauté soudée autour. Et c'est donc un excellent outil pédagogique et de mobilisation collective de ce point de vue. Voilà. Écoute, merci Patrick. Merci beaucoup Patrick et merci beaucoup à l'équipe dunkerquoise pour cette présentation très différente des deux précédentes. Là, on est dans l'approche systémique, comme le rappelait Jean-François Verrec en introduction. Côté Ralph de Seine-Urbaine, on était dans l'approche de projet par projet. Et puis, je dirais côté Dijon, si Denis Hamon et Bruno Hervé me le permettent, on est dans une approche performantielle, dans une approche de service public d'abord, qui est assez sensiblement différente des deux autres, où on est plutôt là pour traiter des projets qui peuvent contribuer au service public, mais qui ne sont pas d'abord des projets de service public. Voilà, donc évidemment, vous pouvez continuer à poser des questions à nos intervenants. Nous les relayerons aussi longtemps que vous en poserez pendant cet événement et nous nous engageons tous à vous répondre rapidement par l'intermédiaire de la synthèse qui sera faite par la DCF.